Imaginez, vous êtes dans votre coin, artiste accompli, et vous vous lancez dans votre grande œuvre. Un livre profond qui va captiver, enfin, ce mal du siècle que tout le monde ressent sans vraiment mettre les mots dessus. Un livre empreint de cette violence qui vous éclate au visage à chaque fois que vous sortez de chez vous et que vous voyez les visages défaits de tous ces gens perdus entre leur boulot et leur vie médiocre à regarder la télé jusqu'à tomber de fatigue. Mais un livre qui parle de la vie, de l'amour aussi, de ces forces qui viennent combattre avec rage cette léthargie, cette spirale infernale. Une vie qui éclate dans toute sa splendeur quand les corps se libèrent, quand les corps dansent, se fracassent les uns contre les autres, en tâtonnant, en essayant, en blessant, en vivant la danse. Ouais, la voilà, l'œuvre phare de toute une génération, le Gatsby des années 70, le bel ami de New York. Et là, vous parlez de disco, et tout le monde rigole. Salut, c'est Albin pour un nouvel épisode de Kino, et aujourd'hui on va parler de Saturday Night Fever. Bon, alors Saturday Night Fever, ou La fièvre du samedi soir, est un film américain réalisé par John Badham et sorti en 1977. Le film nous fait suivre Tony Manero, 19 piges, américain d'origine italienne, qui traîne dans le sud de Brooklyn. Pas mal paumé entre une famille qu'il méprise et un boulot de merde dans un magasin de bricolage, le brave Tony a tout de même un échappatoire, un lieu où il se sent enfin à sa place, la piste de danse du club du coin, le 2001 Odyssey. Toujours accompagné de sa bande de potes au faux air de Droog, il se laisse porter par ce quotidien jusqu'au jour où il rencontre la sculpturale Stéphanie Mangano, une danseuse hors pair. Entre guerre de gang, conflits familiaux et grand amour, Tony va tout faire pour gagner le grand prix de danse avec Stéphanie et pouvoir rêver plus grand que ce quartier de Bay Ridge où il se sent prisonnier. Mais bon, tout ça, vous vous en foutez. Ou plus globalement, tout le monde s'en fout. Parce que quand on parle de Saturday Night Fever, c'est toujours à une scène qu'on fait référence, une scène mythique, qui a cristallisé autour d'elle tout un mouvement musical d'ampleur internationale, et je vous laisse 5 secondes pour deviner lequel. Si vous avez répondu de la country, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez subi un choc très grave à la tête et que vous devriez aller consulter. Pour ceux d'entre vous qui restent, on a donc un film qui, dans l'imaginaire collectif, est resté comme LE film d'une époque, d'une mode, d'un art de vivre même, le disco. D'autant que SNF est sorti aux prémices du phénomène. Bon, vous connaissez mon biais pour le contexte historique, alors on va faire un petit détour. Au début des années 70, les États-Unis ont la gueule de bois. La guerre au Vietnam s'enlise, le boom économique des années 50-60 est en train de laisser la place au choc pétrolier, et la contre-culture hippie Peace and Love est en train de disparaître, trop utopique. Surtout, le pays se réveille de son trip suburbain égalitaire en se découvrant fracturé sur à peu près tous les sujets. Déjà commencé à la fin des années 60, les mouvements pour les droits civiques prennent de l'ampleur et gagnent en violence avec de nombreuses émeutes. Et l'assassinat de JFK, Martin Luther King et l'affaire du Watergate lessivent les derniers espoirs que certains pouvaient encore avoir. Les années 70 sont donc marquées par un brusque réveil de la société américaine qui voit ses villes s'embraser sous les manifestations et la violence de gangs qui prennent le contrôle des centres-villes abandonnés par les classes moyennes et alimentés par le marasme économique qui frappe les minorités et les jeunes. Et c'est là que le disco intervient. Dérivé de notre bon mot français de discothèque, le mot désigne à la base un club où on danse, que ce soit le swing, le rock ou le jazz. Mais il prend une dimension nouvelle dans le contexte de la fin des années 60, puisqu'il s'affranchit de l'ambiance salon de danse pour désigner des clubs plus marginaux, spécifiques aux grandes villes et aux populations noires. Et ces clubs vont s'adapter à ce nouveau public, plus jeune, en proposant une nouvelle musique beaucoup plus rythmée. Parce que le disco, c'est un des premiers styles musicaux à ne pas se reposer sur des duos. Le disco, ça se danse seul. Face à face certes ou en solo, mais seul. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour l'Amérique pudibonde et raciste, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que les gens de toute origine, de tout genre, de toute orientation sexuelle peuvent aller danser sans devoir se plier à des rituels de daron. Et cette liberté offre un échappatoire formidable à toute une génération qui, quitte à vivre sur le champ de ruines qu'est la société américaine, entend profiter de chaque moment de plaisir. Créant ainsi dans le marasme ambiant un espace-temps de partage et d'euphorie où peuvent prendre forme de nouvelles valeurs. L'avenir, je m'en branle. Non, Tony, ne dis pas que t'en as rien à foutre de l'avenir. C'est l'avenir qu'on a rien à foutre de toi. Les clubs deviennent alors des laboratoires de nouvelles identités, notamment gays et afro-américaines. Deux communautés largement discriminées et qui trouvent dans l'exubérance du disco une soupape pour
Juste kiffer un peu cette vie de merde quoi. Et au cours des années 70, le disco va devenir un phénomène autant musical que social, devenant l'apanage de cette jeunesse désœuvrée qui donne tout sur le dance floor, avant de progressivement devenir de plus en plus mainstream à partir du milieu des années 70. Au point qu'aujourd'hui, quand on parle disco, on pense plus moumoute, boule réfléchissante à pas de def que lutte sociale. Et justement, revenons-en à notre film. Comme je disais, SNF a eu la même trajectoire. Aujourd'hui résumé à quelques clichés et paillettes qu'on ressort du placard pour faire des soirées thématiques organisées par les géos du Club Med de la Barbade. Comme pas mal de films cités à tort et à travers, S&M fait partie de ces œuvres que tout le monde pense connaître, dont presque tout le monde a une opinion sans jamais l'avoir vue. Et pire, le fait que juste après Travolta ait joué dans le génial Grease a poussé pas mal de gens à se dire que le film devait aussi être une sorte de comédie musicale. Alors que bon, évidemment c'est pas le cas, ou du moins pas entièrement. À la manière d'un West Side Story ou d'un Phantom of the Paradise, Badam joue sur l'usage de la musique pour créer un décalage. Un décalage entre les outils de la comédie musicale, les chorés et la musique, et une fable sociale noire, voire très noire, qui semble détonner avec l'optimisme presque inhumain des musicals du Hollywood classique. C'est particulièrement visible dans la scène du dîner en famille où la musique des Bee Gees survole une table tendue, avec un père au chômage agressif, une mère dévote complètement névrosée et Tony au milieu. De cette manière, Badam nous montre que la danse, la musique est la seule horizon, la seule attente possible pour supporter cette violence familiale. Le film est certes centré autour de la danse et de la musique disco, mais pour mettre en scène l'importance qu'elles ont dans la vie de ces jeunes complètement paumés. Pour montrer par contraste à quel point l'euphorie du club fait écho à la violence du quotidien. Comme le résume la critique du New York Times, Saturday Night Fever parvient à saisir quelque chose de profondément romantique. Le besoin de bouger, d'être celui ou celle qu'on a envie d'être. La danse, c'est le nirvana. Quand la musique s'arrête, on redevient ordinaire. Et cette idée, le film le traduit avec une mise en scène fragmentée en deux, du moins pendant toute la première moitié du film. Lorsque Tony est à l'aise, en train de danser, la caméra va le suivre, positionnée devant lui comme pour signifier que tout est à venir, qu'il est à sa place, à écarter la foule de sa seule présence presque électrique. Voire, elle va nous mettre en vue subjective pour nous immerger complètement. Une sorte de Moïse de la danse. Hey Tony, formidable, t'es le roi ici, t'es super, t'es le plus grand. A l'inverse, dans son quotidien morose, la caméra va se positionner plus en retrait, fixe, pour souligner la stagnation du personnage. Mais tout le brio du film, c'est de brouiller cette frontière dans la deuxième partie du film, de montrer que cette séparation de sa vie est un fantasme, et que toute la violence du quotidien ne s'arrête pas à la porte du club, mais qu'il l'apporte avec lui. Comme le montre la scène du café entre Stéphanie et Tony, où ils parlent de leur duo. Tony y est continuellement rabaissé par Stéphanie, qui elle bosse à Manhattan, et qui a donc réussi à s'extraire de Bay Ridge. Bon, tu travailles chez un marchand de couleurs. Ouais. Je pense que t'habites encore chez tes parents et que le samedi soir, avec tes copains, tu vas claquer tout ton fric au 2001. C'est vrai. C'est d'un triste. T'es un nul. Et t'iras jamais nulle part. Et cette dynamique va infuser ce qu'il aime le plus au monde, la danse. Là où normalement il se sent roi, et qui se transforme en un nouveau lieu de frustration. Bien loin d'un traitement le méchant monde contre le club paradisiaque, Badam tient à ne pas idéaliser ces jeunes qui, s'ils sont victimes, sont aussi des véhicules de violence envers les femmes. Tu te rends compte d'un boudin? Je la vois bien avec du persil dans les oreilles, j'ai jamais vu une fille pareille. Les noirs. Mais tête mon cul, tu mettrais ton gros œuf dans un portoricain ou est-ce qu'il devient plus gros dans un négro? Et les gays. Vous savez pourquoi on tue pas les pédés si on le tue les dimanche? pédés le dimanche, ils vont directement au ciel ce jour-là, voilà Et pourquoi. nous on veut pas de pédés au paradis. Je trouve ça particulièrement malin, parce que ça met en scène de façon crue cette transmission de la violence. Si le club permet de souffler, il résout rien, comme le montre le fait que les mêmes violences se répercutent à l'intérieur. Pire, le film nous montre que ces jeunes mecs victimes vont répliquer le comportement de prédation, d'égoïsme, qui sont à la source de leur propre désillusion. L'horizon est bouché. Il y aura jamais personne pour nous donner une chance. Personne nous donnera rien. Ouais, les autres ont qu'à crever, chacun pour soi. Le 2001 n'est pas un lieu à part, hors sol, et tout le propos du film, c'est de montrer que le monde réel, bien réel, n'est jamais très loin. La danse, ça durera pas toujours, ça dure pas longtemps ce machin-là. Badam, finalement, nous parle avant tout de cette prise de conscience de la part de Tony. Que pour évoluer, il peut pas se contenter de ce mensonge qui s'inflige. Ici c'est un vrai bordel, tu le sais, c'est qu'un bordel dégueulasse. Vraiment, je vous assure, SNF c'est un film d'une violence sans nom, où prend forme presque toutes les oppressions par petites touches, mots dérobés, mou, rictus des personnages. C'est parfois même difficile à supporter, mais ça nous donne à voir toute la complexité d'une époque en pleine tourmente sociale. Mon père, dans son boulot, c'est à lui qu'on s'en prend. Quand il revient chez lui, il s'en prend à ma mère. Et bah ça c'est normal. Et les métèques, ils s'en prennent à nous. Alors nous, on s'en prend à eux. Ça c'est normal aussi. On vous botte le cul, et bien vous trouvez un cul à botter. Pourtant, toute cette ambition, tout ce discours sur les violences raciales, sexuelles, générationnelles,
Tout ça passe à la trappe et tout le monde se souvient du disco et Travolta qui se déhanche. Et SNF est loin d'être le seul film dans ce cas. Parmi les exemples les plus marquants, on peut que citer Rambo et Rocky. 2 films faits de briques et de broc et portant une critique lourde envers la société américaine, qui sont devenus à force de suites débiles des archétypes de films d'action bourrins. Alors que Rocky, loin d'être un film de boxe impérialiste et virilo-macho, est un film sur la misère crasse des quartiers pauvres de Philadelphie. C'est un film brillant sur l'échec et la désillusion du rêve américain, et sur la revanche d'un homme battu toute sa vie par un système injuste pour simplement relever la tête. Mais un film qui n'idéalise pas pour autant le succès final de son héros, puisque le triomphe a un goût doux amer, qui apparaît comme une critique de cette société qui ne valide le succès de quelqu'un qu'à condition qu'il batte, qu'il humilie un autre. Et Rambo n'est absolument pas le délire pro-militariste testostéroné que la série est devenue avec le 2 et surtout le 3. Dans le premier, Stallone campe un vétéran du Vietnam souffrant de stress post-traumatique qui, sans le soutien d'un pays qu'il a usé puis recraché, se retrouve à vagabonder sur les routes. Et non content de dénoncer la guerre, l'armée et le traitement des vétérans, le film nous parle extensivement des violences policières et des abus de pouvoir. Un autre exemple de film qui serait un petit peu moins clair, ça serait Starship Troopers de Paul Verhoeven, un film de sci-fi où les terriens se fritent avec des gros insectes débiles mais costauds. Alors le film est bien sûr à prendre au second degré avec son esthétique cheapos, ses acteurs qui surjouent la débilité et sa morale absurde. Verhoeven a voulu nous offrir une critique moderne du fascisme militariste, notamment au niveau des nouveaux enjeux de propagande qu'offraient alors les nouveaux outils numériques. Le réal était en effet assez flippé par la capacité de la télé et d'internet à embrouiller l'esprit des gens et à les faire tomber dans des discours nationalistes et militaristes atroces. Bravo, vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile. Tout le long, le film tient ce discours qui est alimenté par une réalisation qui va au bout de son délire premier degré. Et si beaucoup de fans y ont vu la critique, pas mal de monde ont pu passer à côté et y voir du coup l'exact inverse de ce que voulait mettre en scène le réal. Et du coup, ça me fait m'interroger personnellement sur la capacité des films à nous atteindre, à délivrer un message. Parce qu'on est sans cesse en train de recomposer ce qu'on voit selon nos capacités, notre éducation, nos attentes, nos envies et surtout nos idées préconçues. Et ce constat, c'est un peu un aveu d'échec quand même. Parce que ça voudrait dire que toute œuvre est remodelable par le public qui peut y voir, ou ne pas y voir, ce qui lui chante. Qu'on est tous à regarder par notre petite lorgnette le film, chacun dans notre coin. Sauf que j'y crois pas. Parce que c'est certes banal, bateau à dire, mais tout est politique. Et surtout l'art, puisqu'il a à charge de représenter et de symboliser. Et le cinéma fait pas exception à la règle, puisqu'il est par essence produit, créé par des humains qui sont influencés, qui sont situés socialement, économiquement et politiquement. Et même si on s'en défend, même si on se veut le plus objectif possible, c'est toute la beauté de l'humanité que d'être suffisamment diverse pour avoir des perspectives, des points de vue différents. Comme je le citais dans la vidéo précédente, voir, c'est filtrer, interpréter, trouver du sens. Face à une œuvre, on n'est jamais passif, pur réceptacle, capable de boire ce que les auteurs ont à nous communiquer. Et à l'inverse, une œuvre n'est jamais seule dans son écrin sous une belle vitre pour qu'on y arrive et que religieusement on y déchiffre ses préceptes. L'auteur, l'œuvre, le public, on est tous partie prenante de structures de pensée et de représentations bien plus vastes. Parce que, tout comme le 2001 Odyssée, le cinéma n'est jamais hors sol. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que les films peuvent avoir un impact sur le réel. Ça veut dire que les cinéastes peuvent nous parler. Parce que plus qu'un message, le film est un dialogue, une conversation. Et comme toute conversation, elle peut être détournée, mal interprétée. Elle reproduit toutes les difficultés, toutes les impasses, toute la complexité, mais aussi toute l'humanité des relations humaines. Au fond, le job des cinéastes, c'est de nous donner de quoi dialoguer avec le réel. Et plutôt que de voir une impasse ou un échec dans la simplification dont ont été victimes SNF, Rocky, Rambo et tant d'autres, je préfère y voir une autre interprétation qui nous permet de mieux comprendre le contexte dans lequel ces films ont été accueillis. Rambo, Rocky et SNF ont tous les trois été produits à la même époque, celle de la remise en cause de l'American Way of Life comme on l'a vu. Mais tous les trois ont eu droit à des suites s'éloignant considérablement de leur thématique de base. 3 films qui symbolisent complètement le retournement de situation dans la société américaine au début des années 80, avec ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, portée par Ronald Reagan, président à partir de 81. Reagan, républicain ultra-puritain et adepte du libéralisme économique forcené, a remodelé une Amérique en crise identitaire à grands coups de politique sécuritaire et de cadeaux fiscaux pour relancer l'économie, parvenant en substance à revenir 20 ans en arrière en recréant le paradis des banlieues et en effaçant toutes les protestations et combats sociaux. Vraiment un homme charmant. Enfin tout ça pour dire que la critique sociale virulente du système est très mal vue à partir de la fin des années 70, alors que le pays se relève et que plus personne ne veut entendre parler de toutes ces minorités qui souffrent.
Du coup, on remodèle Rambo et Rocky en héros virilistes d'une Amérique qui regarde à nouveau fièrement le monde de haut. Et surtout, on désinfecte, on expurge le disco de toutes ses connotations sociales. C'est l'heure de faire la fête, pas de se plaindre. Les Bee Gees ont fait au disco ce que Elvis Presley a fait au rhythm and blues. Ils l'ont rendu safe aux yeux des blancs, des hétéros, des classes moyennes. Ils l'ont extrait de son ghetto, de cette sous-culture, pour le balancer sous les feux de la rampe du mainstream. Voilà une musique sur laquelle cette Amérique des suburbs pouvait agiter le balai qu'elle avait dans le cul. Et SNF a suivi la même débâcle. D'abord symbole du malaise des jeunes défavorisés, puis de la joie de vivre et de l'insouciance des classes moyennes, et enfin d'un mouvement kitsch que ton tonton danse les doigts en l'air complètement torché à la nif de ton cousin. Une débâcle qu'on pouvait déjà prévoir dès 79, année où le film est ressorti en version PG, c'est-à-dire sans gros mots et sans violence. Les producteurs l'avaient censuré pour capter les ados qui avaient acheté en masse la BO du film des Bee Gees. Une véritable coquille vide, qui en définitive correspond exactement au cliché que j'avais listé au début, et qui a été évidemment beaucoup plus vu que l'original. Et ce qui est ironique, c'est que le film nous interpelle sur cette fragmentation, et critique cette vision fantasmée d'une musique, d'un divertissement hors sol. Tout le propos de Badam, c'est de montrer qu'on peut pas échapper à la violence, qu'on peut pas la fuir éternellement, qu'il y a des conséquences à nos actes. Mais le film nous offre quand même un espoir de rédemption, de changement, et c'est en acceptant d'arrêter ce cycle de violence, d'arrêter de répercuter la prédation, et de redonner une chance aux relations humaines, au partage et au pardon. Tu crois que je pense seulement à te sauter, mais c'est pas du tout ça, c'est pas ça. On pourrait se voir en copain. Comme tu me l'as dit une fois, on pourrait peut-être s'aider. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est le pont qui cristallise chez Tony une envie d'ailleurs, d'une vie meilleure, vu la symbolique très forte du pont comme lieu de connexion et de transition. Très souvent, je viens dans ce coin, ça me donne des idées. Ah oui? Quel genre d'idée? J'en sais rien. Je rêve beaucoup. Saturday Night Fever a été la victime de l'époque qui l'a suivi, les 80s, qui à grands coups de pop culture a confisqué à nouveau la production musicale, cinématographique, artistique, aux mains d'une classe moyenne définitivement établie comme le cœur et l'idéal américain, rejetant de facto toutes les différences, toutes les valeurs portées par les minorités durant la décennie précédente. Et en ce sens, le film traduit magistralement cette violence artistique qui a frappé les États-Unis à cette période. Le film nous donne à voir avec toute la force de notre surprise comment les US ont réécrit leur histoire populaire pour la résumer à des chemises à jabot et des parquets lumineux. Et ironiquement, c'est le fait même d'avoir été aseptisé qui lui donne encore plus de force aujourd'hui. Alors, allez redécouvrir les années 70. Vous arrêtez pas au sourire de façade. Je vous assure que vous découvrirez des sous-cultures magnifiques. Allez, je vous laisse là-dessus. À plus dans le bus.